pendant longtemps, on a transmis des modèles alimentaires qui ne sont pas forcément en fait les meilleurs pour notre santé. Tels que l'alimentation méditerranéenne, parce qu'en fait méditerranéenne, ça veut dire quoi? Il y a tellement de pays différents autour de la Méditerranée, avec chacun ses propres traditions. Également l'alimentation végétarienne, végane, low carb, voilà. Il existe plein d'alimentations différentes et beaucoup d'entre nous, on croit ce qu'on nous raconte depuis de nombreuses années. Alors c'est pas que c'est forcément complètement faux, mal intentionné, mais c'est qu'en fait, au fur et à mesure des années, et notamment dans ces dernières années, on a pu apprendre à quel point beaucoup d'idées, de croyances sur ces modes alimentaires prônant la bonne santé sont en fait faux et beaucoup en fait n'ont jamais été prouvés scientifiquement. Beaucoup d'idées reçues. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer ce que moi j'ai appris en 2025 en tant que naturopathe, mais également en tant que végétarienne depuis 30 années. Donc je vais faire un partage d'expérience par rapport à mon passage dans la maladie, mais également les problèmes de santé que ma fille a eu avec ce mode alimentaire qui est pourtant prôné par la naturopathie. Et également dans ma formation de phyto-aromathérapeute, c'est également la première alimentation qu'on conseille aux gens qui viennent nous consulter. Et voilà, je vais développer un peu tout cela dans cet épisode d'aujourd'hui. Bonjour, nous sommes le 5 janvier 2026. Je vous souhaite une très belle année 2026, une bonne santé et vraiment du fond du cœur, prenez du temps pour vous. Je sais que c'est difficile. On a des semaines, des mois qui passent à des vitesses hallucinantes. On se rend même plus compte à quel point le temps passe vite. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience à quel point c'est important de se reconnecter à soi, de voir ce qui se passe en soi pour justement optimiser au maximum sa santé, son bien-être et la joie de vivre. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés essentielles sur l'alimentation. Alors certes, j'ai tendance souvent à parler de ce que j'ai appris en naturopathie, mais 2025 a été une année où j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur l'alimentation. J'ai également dû revoir ce que je pensais savoir. En fait, lorsqu'on entre dans une école, que ce soit celle que j'ai faite en naturopathie ou en tant que phyto-aromathérapeute, on pense que tout ce qu'on apprend, c'est juste. Et on va pas forcément aller chercher plus loin, savoir si en fait ce qu'on nous enseigne est vrai, juste, prouvé scientifiquement. Et là, cette année 2025, eh bien, je suis un peu tombée de haut en apprenant que plein d'idées reçues que j'avais apprises, en fait, n'étaient absolument pas prouvées scientifiquement. C'est-à-dire qu'une personne a décidé de dire ça. Et depuis des générations, tout le monde croit que c'est la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je vais un peu entrer dans le sujet aujourd'hui de justement l'alimentation et notamment des clés qui ont pour moi pris beaucoup d'importance en 2025. Je vous raconterai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai entamé ces recherches que je fais depuis 2024 sur l'alimentation et pourquoi tout cela m'a amené à modifier ma vision de la naturopathie et de ma propre pratique personnelle. Le point de départ, c'est de comprendre qu'on est vraiment toutes complètement différentes les unes des autres. Nous n'avons pas du tout la même génétique, ni le même microbiote intestinal. On n'oublie pas le microbiote, en fait, c'est ce qui nous est donné à la naissance. Si on est par voie basse, c'est là où on aura vraiment le meilleur microbiote. Ensuite, ça va être modulé si on va avoir beaucoup de médicaments au cours de sa vie, notamment les antibiotiques qui ont tendance à tuer certaines bonnes bactéries qui ne reviendront plus jamais. Donc voilà, tout se fait au fur et à mesure des années. Le stress va également jouer dessus. Il va également y avoir une modification en fait de notre porosité intestinale suivant notre alimentation. Ensuite, il y a également tout ce qui est le côté hormonal, le stress, le côté métabolique. En fait, il y a beaucoup de données différentes qui vont faire en sorte qu'une personne va, par exemple, pouvoir tout manger, tandis qu'une autre ne pourra pas, parce que ce sera inflammatoire. Donc voilà, ça va créer beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la vie courante de tous les jours. Donc c'est important déjà de prendre ce point de départ qui est très important. C'est ce qui va diriger tout le travail que l'on fait autour pour justement optimiser et prévenir la maladie sur le long terme. Il y a également deux facteurs importants dont on parle rarement, c'est-à-dire la glycémie et la résistance à l'insuline. C'est un mode de fonctionnement tout à fait normal. Le problème vient lorsque cela devient récurrent, régulier sur le long terme. Plus on va avoir des pics de glycémie au cours de ces journées, semaines et mois,
et années. Et plus notre corps, pour se protéger, à un moment donné, donc il va créer de l'insuline, mais lorsque c'est trop répété, en fait, notre corps va tomber en résistance à l'insuline, et c'est là qu'on va commencer à avoir de gros problèmes de santé. L'inconvénient, on va dire, c'est qu'on ne remarque pas cela tout de suite. Donc au début, on est jeune, tout se passe bien, on pense que voilà, rien ne peut nous arriver. Mais en fait, insidieusement, cela s'installe en nous. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure donc des années, certains vont réagir plus vite, vont avoir des maladies beaucoup plus tôt, et d'autres, ça va être au fur et à mesure des années. On n'est vraiment pas tous pareils. Malgré tout, même s'il y en a qui, certains, vont mettre des années, voire en fait vont jamais avoir justement cette maladie qui va ressortir. Malgré tout, je pense quand même que nous devons vraiment modifier notre alimentation pour réduire les glucides, pour éviter justement les pics de glycémie et de tomber dans la résistance à l'insuline. Et c'est pour moi vraiment fondamental d'être dans la prévention santé. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Nadine Barre-Jokers, je suis thérapeute holistique depuis 2010, autrice depuis 2014, j'ai écrit plusieurs livres sur le bien-être et également des livres pour les enfants toujours liés au bien-être et à l'écologie. Tout est inspiré en fait au niveau de mes livres, de mes années d'expérience, que ça fait donc maintenant près de 20 ans que je suis thérapeute, ou que j'évolue en tout cas sur ce chemin. Et donc j'ai également écrit des romans initiatiques, toujours en lien avec tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces années, et notamment un passage par la maladie il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, qui ont été pour moi très difficiles, mais qui m'ont fait comprendre au bout de 2 ans que déjà je devais apprendre à prendre soin de moi par moi-même, que je devais comprendre en fait où était la cause, pourquoi je suis tombée malade et pourquoi mes années d'études et de pratique en tant que naturopathe, donc je faisais tous les protocoles, j'étais en plus devenue végétarienne, donc j'étais végétarienne pendant près de 30 ans, je mangeais bio, donc voilà, je pensais tout faire bien et je suis quand même tombée malade. Et ça c'est la grande découverte parce que en fait, à partir du moment où j'étais malade, pendant des années j'ai continué à me former. Je suis sortie de la maladie, mais j'avais toujours pas compris la cause, pourquoi j'étais tombée malade, et ce n'est qu'en 2025 que j'ai compris pourquoi. Et je vais en reparler vers la fin de la vidéo, je pense. Et donc en 2023, j'ai opéré un grand changement dans mon mode de vie, c'est-à-dire que j'ai enfin, après une formation en fait en développement personnel, et c'est pour ça que pour moi en RRT c'est vraiment très important d'avoir également une partie de connaissance de soi pour enfin aligner sa vie en fait à ses besoins. Et c'est lorsque j'ai fait ce chemin d'exploration que j'ai enfin osé réaliser tous mes rêves, au lieu de me dire que non, j'y arriverai jamais. Je vois les autres réaliser leurs rêves, mais moi, je pensais toujours que ce serait pas possible. Et donc, en 2023, j'ai opéré ce changement de vie en partant vivre à 700 mètres d'altitude en montagne, et en semi-autonomie, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de pouvoir être autonome au niveau de mon alimentation. Donc, j'ai créé vraiment toute une forêt comestible en Saint-Tropez. Avec ce changement de mode de vie, j'ai commencé à aller encore beaucoup mieux. Je me suis rendu compte à quel point en fait c'était important que je passe par ce chemin. Donc à partir de 2023, j'ai donc commencé à travailler sur ma modalité Respire, Ressens, Transforme. C'est-à-dire que lorsque j'ai été malade, j'ai découvert en fait la pratique du yoga. Donc je pratiquais déjà longtemps avant yoga et pilates. Mais très souvent en fait je me plaçais pas bien, j'avais des douleurs et tout après, et donc là je suis passée par le yoga sans dégâts de Gasquet pour apprendre à bien me positionner, à renforcer mes muscles profonds. Puis je me suis formée en yin yoga pour être professeure, pour apprendre vraiment à détendre les fascias, leur redonner de la souplesse, avec également le côté méditatif. Puis j'ai continué avec le yoga hormonal, le green yoga, qui est un yoga Iyengar, Vinyasa, en fait c'est un peu un mélange. Puis à côté de ça, je me suis formée également en breathwork, qui est donc en respiration consciente connectée, pour justement libérer les charges émotionnelles, parce que j'avais besoin de faire ce travail pour moi. Et voilà, de petit à petit, j'enchaîne plein de formations. Et j'ai découvert également pour ma fille qui avait donc des problèmes de santé, et notamment digestifs depuis la naissance, j'ai commencé à me former en alimentation paléolithique pour les enfants. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer comme toujours de synthétiser au maximum en fait les informations pour que vous puissiez comprendre. Il y a le facteur donc des pics glycémiques, la résistance à l'insuline, les toxines dans les végétaux et le gluten. Ce sont vraiment les 4 clés que j'ai vraiment expérimentées, comprises en 2025, et c'est vraiment très important lorsqu'on souhaite avoir une bonne santé. Alors nous allons débuter avec donc les pics de glycémie.
On sait tous que de nos jours, notre alimentation est très très riche en glucides, on en trouve partout. Les glucides, c'est autant le sucre que dans les céréales. Donc voilà, on en trouve vraiment partout. Et alors les plats industriels, c'est certainement ce qu'il y a de pire, parce que là, ils mettent du gluten, beaucoup de glucides, et tout est de mauvaise qualité pour notre santé. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc les pics de glycémie, en fait, après avoir mangé, on va avoir un pic justement à cause des glucides. Donc ça va monter et très souvent, en fait, ça chute parce que justement, on a eu un pic qui a été trop long, mais c'est une chute en fait qui est normale. C'est notre corps qui veut se débarrasser le plus vite possible de ce glucose et donc le pancréas en fait va sécréter de l'insuline pour permettre à nos cellules en fait de pouvoir justement utiliser ce glucose rapidement. Le problème, c'est que nous mangeons beaucoup trop de glucides tous les jours. C'est-à-dire que notre corps, il est dit partout en fait que notre corps, notre organisme fonctionne aux glucides, mais c'est pas tout à fait juste. En fait, notre corps fabrique par lui-même en fait du glucose naturellement sans qu'on ait besoin de l'apporter par l'alimentation. C'est à peu près 1 cuillère à soupe de glucose dans notre corps qui circule dans notre sang tout le temps, pour pouvoir justement alimenter par exemple notre cerveau, nos muscles. Voilà, donc c'est tout à fait un rôle tout à fait normal. Le problème vient lorsque dans l'alimentation on va ajouter encore du glucose en plus. Là notre organisme il va se dire oulala, il y a beaucoup trop de glucose, qu'est-ce que je fais? Je n'en veux pas, ça ne me sert à rien, ça me pollue, mais qu'est-ce que je vais faire avec? À côté de ça, l'alimentation est également très souvent quand même riche en huile, en matières grasses, mais de très mauvaise qualité. Et donc très souvent, normalement notre corps est censé fonctionner principalement, on va dire 80% en cétose et 20% avec les glucides. Mais comme on a justement trop de glucides, notre corps va travailler sur les glucides et tout ce qui est donc les corps gras qui devraient nous aider à bien fonctionner vont en fait être stockés en masse graisseuse. D'où un point intéressant à connaître et on souhaite perdre du poids. Donc voilà, donc le corps pour justement réussir à réguler donc tout ce glucose, il va donc dire déjà tout d'abord au pancréas de sécréter donc de l'insuline pour justement utiliser vite fait ce glucose, mais comme la pompe à distribution ne s'arrête quasiment jamais, et ben voilà, nous pouvons au fur et à mesure en fait du temps tomber en résistance à l'insuline parce qu'à un moment donné notre corps en a marre, il n'en peut plus, il lâche et puis voilà, on reste en résistance à l'insuline et les problèmes de santé commencent tout doucement sans qu'on s'en rende compte, puis ça s'installe tout doucement. Même si on est une personne mince, oui, on peut également être résistant à l'insuline parce qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec notre morphologie. Alors, dans les pics de glycémie, mais comme en résistance à l'insuline, ce qu'on peut remarquer comme signe avant-coureur, ça peut être très souvent et quasiment toujours, c'est une fatigue après un repas. En fait, on pense dans les croyances limitantes que c'est tout à fait normal parce que c'est la digestion, mais en fait, non, ce n'est pas normal d'être fatigué après un repas. Au contraire, notre alimentation est censée être notre source d'énergie et on doit se sentir bien après un repas, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a trop de glucides. Donc c'est de la fatigue, c'est de l'irritabilité, des sautes d'humeur, un mauvais sommeil, ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, des ballonnements, des douleurs au foie. En fait, ça peut être tellement de choses différentes, mais en fait, je pense que vous voyez un peu tous les signes. Très souvent, en fait, dans ces signes-là, on les a depuis notre enfance, puisque en fait, tout ce qui est glycémie, on le vit au quotidien depuis ces dernières décennies, depuis maintenant vraiment très longtemps, puisque ça s'est vraiment installé dans nos vies de tous les jours. Et déjà, nos enfants, si on regarde un peu ce qu'ils mangent, le matin, c'est déjà un petit déjeuner avec des céréales, du chocolat, du sucre, de la confiture. Les adultes, très souvent, on se fait des tartines beurre, confiture. Voilà, c'est plein de choses qui sont dès le matin riches en glucides, alors qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est délétère de manger un petit déjeuner glycémique parce que ça va jouer sur toute la journée. C'est-à-dire que si on commence dès le matin avec un petit déjeuner sucré, toute la journée, on va avoir des fluctuations de pics de glycémie, des grosses chutes avec des grosses fatigues, beaucoup d'irritabilité, des difficultés à se concentrer. Les enfants peuvent être justement hyperactifs, avoir tout le temps faim, donc on va grignoter parce qu'on va se sentir mal après une chute de glucides, donc on veut de nouveau manger. Mais en plus, il y a l'effet que ce n'est pas de satiété, c'est-à-dire que les glucides ne vont pas avoir cet effet-là qui va faire que pendant des heures, on peut être sans manger. Au contraire, on aura tout le temps envie de manger parce qu'à chaque fois, on va se sentir
sentir mal, on va avoir l'impression d'être en hypoglycémie, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est en fait ces pics de glycémie, c'est au moment de la chute où on se sent mal. Donc un point important, déjà je vous invite vraiment à changer votre petit déjeuner parce que ça va modifier complètement toute votre journée. Un test que j'ai vraiment trouvé percutant l'année dernière, c'est le test en fait avec le patch de glycémie que l'on porte pendant 14 jours. J'en ai mis un, c'était le Freestyle Abbott 2. On le place, c'est très facile, hein, ça fait pas du tout mal, il n'y a pas d'aiguille. On le pose et pendant 2 semaines, avec l'application qu'on peut mettre sur le téléphone, on peut voir à la minute près comment on tolère les aliments et on peut justement voir nos pics de glycémie. Et moi j'ai vraiment eu des fois je me suis dit mais c'est pas possible, jamais j'aurais pu imaginer monter à 200 avec certains aliments que je pensais en fait être inoffensifs ou alors carrément sans sucre, et ben en fait j'ai fait des pics de plus de 200. Donc pour dire à quel point ça peut être intéressant et judicieux d'avoir justement ce type d'appareil pour tester justement sa glycémie. Alors il existe également les tests où on pique le doigt avec la goutte de sang. L'inconvénient, alors c'est plus juste au niveau des résultats, mais l'inconvénient c'est qu'on va pas se piquer toutes les minutes ou toutes les heures, parce qu'on va pas se cacher que ça fait quand même mal. Donc c'est vrai que le patch qui est vraiment pas du tout douloureux est quand même plus intéressant lorsqu'on veut faire des tests. Et moi, c'est vrai que j'adore faire des tests parce que j'ai toujours besoin de vérifier toutes les nouveautés en fait que je découvre pour justement voir est-ce que ça fonctionne ou pas sur moi, même si je sais qu'on est toutes différentes. Mais c'est quand même très intéressant justement de tester sur soi pour voir ce que ça donne. À présent, je vais vous parler des végétaux. Les végétaux qui font des toxines. On va dire la grande majorité des légumes, des fruits, des graines en fait ont des toxines qu'on peut appeler justement les oxalates. Ce sont les pires. Donc, je pense que ce sont vraiment les pires. Il y a les lectines, cela ça va parce que cela on peut justement suivant la cuisson, le trempage, on peut justement réussir à en éliminer une bonne partie. Mais après il y en a encore tout plein d'autres. Pour la petite histoire, moi j'avais fait la formation Réveil le chaman qui est en toi il y a déjà je dirais au moins une dizaine d'années. Et dans un des cours, en fait, Arnaud Riou parlait en Espagne, en fait, des chercheurs qui faisaient des tests. Et à l'époque, on ne connaissait pas encore l'histoire du son que font les végétaux. C'était donc déjà bien avant ça, avant qu'on en parle partout. Et donc ces chercheurs en fait mettaient des électrodes sur les feuilles de plantes de tomates, donc il y avait une grande serre, donc il y avait les images dans le cours, et il y avait un des chercheurs qui tous les jours allait piétiner un plant de tomate, lui arracher des feuilles, donc voilà, il martyrisait ce pauvre plant de tomate. Et puis, au fur et à mesure des jours, en fait, ils se sont rendus compte que lorsque ce chercheur entrait dans la serre, le premier plant de tomate qu'il le voyait, en fait, envoyait un signal d'un plant de tomate, et ça faisait toute la ligne jusqu'au plant de tomate qui était martyrisé. Certainement pour justement avertir ce plant de tomate que, attention, il va revenir. Donc voilà, c'était pas très sympa, mais voilà. Donc de là, je me posais déjà pas mal de questions parce que je me disais, wow, c'était super intéressant en fait d'apprendre à quel point les plantes en fait discutent, partagent des choses entre elles. Entre-temps, j'ai fait des formations en permaculture, donc j'ai appris l'histoire donc des racines. Donc voilà, il y a tout un écosystème sous terre qui est juste merveilleux. Et donc voilà, c'était très intéressant. Et dans ce cours-là aussi, j'avais découvert en fait que les plantes en fait sécrétaient des toxines pour ne pas être mangées par les prédateurs. Alors à l'époque, j'avais pas pris conscience en fait que oui, nous les humains, on est aussi des prédateurs. En fait, ce qu'on plante dans notre potager, on a tellement l'habitude que ce sont les légumes que plantaient déjà nos parents, nos grands-parents, que voilà, ça semblait tout à fait normal de les manger. Mais cette année, en 2025, j'ai appris en lisant le livre Toxic Veggies à quel point en fait tous les légumes, graines et fruits en fait en produisent. Et donc sans qu'on s'en rende compte, on s'intoxique. Alors moi qui suis végétarienne depuis mes 18 ans en fait, avec bien sûr des petits passages où je revenais un peu à l'alimentation carnivore parce que déjà enfant, j'étais plutôt une carnivore. Si je mangeais plus d'animaux, c'était vraiment pour ne pas faire souffrir des animaux. Et puis il y a 3 ans, en fait, j'ai découvert en faisant un test de cheveux que en fait, j'avais énormément de carences en différents nutriments. Voilà, j'en profite juste pour vous montrer le livre. Je sais pas si à l'image on le verra dans le bon sens, mais voilà, ça c'est le livre qui m'a fait découvrir justement donc les toxines dans les végétaux. Je vous invite vraiment à aller le lire, mais je ferai une chronique littéraire justement sur ce livre.
Donc, on comprend bien donc que les légumes, graines et fruits font des toxines. Heureusement, ils n'ont pas tous la même quantité de toxines, ils n'ont pas tous les mêmes. Certains ont plus d'oxalates et moins de lectine, d'autres c'est l'inverse. Donc voilà, il faut un peu apprendre à jongler, il faut se faire une petite liste pour vraiment savoir voilà, lesquels je vais manger juste de temps en temps, parce que par exemple pour moi j'adore manger les épinards, j'en mangeais 2, 3, 4 fois par semaine tellement c'est mon légume préféré, et ça depuis je dirais mon enfance. Donc voilà, donc ça je sais, l'oxalate c'est parmi les pires en oxalate. Donc je le mange quasiment plus. Le livre en fait m'a également ouvert l'esprit sur le fait que mon projet d'autonomie alimentaire, parce que moi je souhaite vraiment avoir mes légumes dans mon jardin, au moins je sais ce que j'ai comme terre, je sais comment ils sont arrosés, comment ils sont entretenus, comment je m'occupe d'eux. Donc voilà, je voulais vraiment avoir de la qualité, donc pour moi il n'y a rien de mieux que d'avoir un potager. Donc j'ai mon potager, mais j'ai également plein de bacs sur ma terrasse, donc voilà, j'optimise au maximum pour être autonome. Maintenant, en lisant ce livre, j'ai compris qu'il fallait que je revoie tout mon projet d'autonomie alimentaire. Et donc voilà, donc il faut adapter entre ces légumes, ces fruits, ces graines qu'il faut éviter au maximum. On peut de temps en temps se faire plaisir, mais il ne faut pas trop souvent en manger. Et celles qu'on peut manger dans son alimentation de temps en temps, et puis celles qu'on peut manger plus souvent. Donc voilà, c'est tout un travail de réflexion, de mise en pratique. Il faut se faire des fiches, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est très intéressant, et surtout l'important c'est sur le long terme, on veut protéger notre santé. Je reviendrai en fin de vidéo pourquoi c'est tellement important. À présent, je vais parler du gluten. Alors c'est simplement donc la chose qui revient donc soit en naturopathie, soit dans ma formation de phytoaromathérapeute. Donc c'est que le gluten, en fait, quand on n'est pas bien, il faut faire des pauses et l'arrêter entre 1 et 3 mois. Véridiquement, l'ayant testé, il faut le faire vraiment beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, Georges Mouton le précise dans une de ses vidéos. Lui, il conseille vraiment d'arrêter au moins 1 an à 1 an et demi. Donc là, le gluten, c'est donc dans certaines céréales. Je ne vais pas toutes les citer ici parce qu'après, je vais vous donner une news. Donc le gluten, il faut effectivement le supprimer si on sent qu'on n'est pas bien. C'est-à-dire, comme les symptômes, par exemple, on a des maux de ventre après un repas, des ballonnements, on se sent pas bien, on peut avoir des nausées, on peut avoir des maux de tête. En fait, on peut avoir plein de choses différentes. Pour l'anecdote, c'est qu'en fait, moi, j'ai réellement arrêté le gluten, donc en mars l'année dernière, parce que ma fille, en fait, pendant toute l'année scolaire, elle a été très malade, c'est-à-dire qu'elle avait des maux de ventre tout le temps, quasiment tous les jours, des maux de tête, des pics de fièvre qui au bout d'une heure retombaient, des difficultés à se concentrer, elle était pas bien, elle était d'un teint mais pâle, vraiment très très blanche. Et donc au bout de quelques mois, je me dis ok, on va changer, parce que c'est vrai qu'à l'époque, elle mangeait au périscolaire le midi. Donc au mois de mars, j'ai décidé de la garder avec moi les midis pour justement passer dans une alimentation sans gluten. Alors je précise seulement sans gluten, c'est-à-dire qu'on mangeait encore des céréales, celles qui sont dites sans gluten. Mais attention à la news. Et donc au bout de 2 semaines, tout avait disparu, tous ces symptômes ont disparu et ses joues sont devenues roses. Donc pour dire à quel point l'alimentation pour moi est vraiment très importante. Et de ce constat-là, on a continué en fait à être sans gluten. Et puis parce que je voulais vraiment prolonger en fait l'expérience. Et moi, de mon côté, j'ai remarqué au bout d'un mois, mais en fait c'est pas moi qui ai remarqué, on me l'a fait remarquer, c'est que j'avais plus de douleur aux articulations. Je n'avais plus mes lancements. En fait, j'avais depuis au moins 15-20 ans des lancements dans les os avec des crises de polyarthrite. Les lancements, c'était lié. En fait, j'ai l'ostéoporose précoce depuis la trentaine. Ça a été diagnostiqué avec la machine, tout ça. Et donc, je pensais que ça venait de là. Mais au bout d'un mois, en fait, j'avais plus aucune douleur. Mes douleurs au niveau des articulations que je pensais être dues, parce que donc ici, pendant 3 ans, j'ai fait les travaux. Donc, j'ai entièrement, avec mon mari, rénové complètement notre maison. Et donc, il y avait beaucoup de choses lourdes. On a cassé les murs, le sol. Donc voilà, j'ai porté vraiment beaucoup de charges. Et donc, je pensais que c'était lié à ça. Et un mois après, sans gluten, j'avais plus rien. Mais vraiment plus rien, je pouvais de nouveau tout faire naturellement, me lever le matin sans avoir mal aux genoux, donc voilà, c'était flagrant. Et je souffrais également de sécheresse oculaire depuis des années, et je me mettais tous les jours des gouttes. Et là, pareil, plus aucun problème au niveau de sécheresse oculaire.
Pourquoi c'est important pour moi et pourquoi je partage ça? C'est parce que, en fait, donc on a continué jusqu'au mois d'août. Ma fille a gagné des places pour aller dans un parc. Et j'avais rien prévu. On a mangé sur place. Donc j'ai remangé du gluten. Le soir directement, j'ai recommencé à avoir des lancements dans les os. Et le lendemain, mes yeux étaient déjà en train de me brûler. Donc pour dire que pour moi, il y a une vraie relation avec le gluten. Parce que dès que j'arrête, à présent, au bout de, on va dire, 2 semaines, ça se remet comme il faut. Donc pour dire que déjà, les idées reçues, il ne faut pas penser que oui, c'est tout à fait normal d'avoir mal, parce que c'est pas le cas. Et ensuite, c'est important aussi de considérer, moi je visualise toujours en fait un verre. Quand on est, le verre il est vide. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, notre alimentation, le verre se remplit. Par exemple, le verre du gluten va se remplir et à un moment donné, il va déborder. Et c'est lorsqu'il déborde en fait qu'on commence à se sentir pas bien, qu'on commence à avoir des petits signes. Et puis si on continue, et lui il continue à déborder comme un volcan. Et puis petit à petit, on finit par avoir des maladies, des inflammations, plein de choses comme ça. Et dans la logique du fait d'arrêter complètement le gluten, et ben petit à petit, en fait, le verre va commencer à se vider. Mais c'est que lorsqu'on arrive complètement à avoir vidé complètement ce verre qu'on arrive de nouveau à pouvoir de temps en temps manger du gluten. Donc là, ça fait presque une année donc qu'on est sans gluten. Bien sûr, j'ai encore des phases où je fais des tests parce que j'aime bien justement d'un coup m'arrêter, reprendre un aliment que j'avais enlevé pour voir est-ce que j'ai à nouveau des symptômes, des choses qui reviennent. Et j'ai remarqué maintenant quasiment une année que donc au bout de 6 mois sans gluten, et ben là j'en ai remangé par exemple pour les fêtes de Noël. Alors pas beaucoup bien sûr, mais j'ai remarqué qu'il m'a fallu quand même plusieurs jours pour recommencer à avoir de nouveau des douleurs articulaires, des douleurs dans les os et mes yeux qui piquent. Donc c'est très intéressant de voir comment le fait d'arrêter et sur le temps, de voir la différence lorsque de temps en temps on mange du gluten. Donc oui, même si on arrête le gluten, on peut de temps en temps aller au restaurant ou chez des amis sans avoir peur d'en manger. Parce que on aura vidé notre verre et donc si de temps en temps on remet un peu de gluten, c'est pas grave. Faut pas oublier que le gluten n'est pas un ennemi. À la base, le gluten est même plutôt bon pour notre santé, suivant certaines recherches. Mais attention, c'est pas le gluten qui a été transformé, retransformé encore pendant des décennies pour être facilement utilisable par les groupes industriels, les boulangeries pour aller plus vite. C'est le gluten ancien. Donc c'est vrai qu'avant d'arrêter ce gluten, tous les gluten en fait, dans ma famille, ici en fait, on n'utilisait que de la farine de blé ancien. Donc même avec du blé ancien, ou alors ça venait juste du périscolaire, mais voilà, ma fille a quand même fini par tomber malade. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Après, la petite news que je voulais partager, c'est que oui, il y a du gluten également dans d'autres céréales auxquelles on ne penserait même pas. Comme par exemple le riz, le maïs. Alors comment? Parce que si on est sans gluten, très souvent on a cette tendance à pallier le sans gluten, mais comme on veut garder nos habitudes, avoir notre pain maison, de faire nos gâteaux, de faire des crêpes, eh ben on va acheter des farines sans gluten ou des préparations déjà faites sans gluten et qui sont donc quasiment toujours pleines de farine de riz et de maïs. Pourtant, déjà ce sont des céréales, donc c'est plutôt très mauvais pour la santé, mais ça je vous en reparlerai. Mais aussi parce qu'en fait, lorsqu'on va les digérer, on va transformer les protéines, certaines protéines, en gluten. Alors, il est dit que dans le maïs, il y aurait à peu près 50% de gluten donc, dans la transformation, et 20% et 5% pour le riz. Un autre point très important à noter, dans le gluten, il y a les personnes qui sont intolérantes et les maladies cœliaques. Ce sont deux choses un peu différentes. On va dire qu'on va commencer par l'intolérance. Si on continue, on peut arriver à la maladie cœliaque. Donc la différence, c'est qu'en fait, l'intolérance, c'est qu'on n'est pas très bien. On a mal au ventre, on a des maux de tête, plein de petits problèmes digestifs après avoir mangé justement du gluten, comme par exemple également de la fatigue. Et puis, lorsqu'on a la maladie cœliaque, là par contre, le gluten va attaquer nos parois intestinales et donc petit à petit va les dégrader et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Alors que dans l'intolérance, ça n'attaque pas vraiment encore les intestins. Donc comme Hippocrate le disait, notre alimentation doit être notre première médecine. Je pense que toutes les personnes qui sont passées par la maladie ou qui sont en plein dans une maladie vont et le comprennent à quel point c'est important de
prévenir plutôt que de guérir. Donc l'idée, c'est en modifiant et en ajustant l'alimentation, peut nous aider et nous éviter de tomber malade. Je trouve ça vraiment un point très important. Donc, prenez-vous le temps de vous renseigner, de vous former, d'apprendre comment avoir une alimentation saine pour soi, parce que, attention, comme je le disais au tout début de cette vidéo, on n'est pas tous égaux. Et donc, il faut voir notre génétique. Moi, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup ce dont parle Georges Mouton, et c'est-à-dire notre génotype, suivant notre APOE. Certaines personnes vont pouvoir manger plus facilement des légumes, d'autres plutôt de la viande, d'autres plutôt du gras. Donc voilà, c'est vraiment un point très intéressant et très souvent dans mes consultations, j'ai tendance à demander aux gens de passer ce test parce que ça va faciliter la vie, savoir ce qu'on peut manger, ce que notre corps, notre organisme va le mieux supporter, ben, ça change la donne. Ensuite, bien sûr, il existe plein d'autres tests que l'on peut faire encore après pour voir justement au niveau de la nutrition et de nos micronutriments pour voir est-ce qu'on a des carences ou non, parce que se supplémenter, prendre des compléments alimentaires alors qu'on ne sait pas du tout si on est en carence, ça peut même être néfaste. Donc c'est très important de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Et lorsqu'on débute un chemin justement pour optimiser sa santé, c'est de savoir déjà je pars d'où avant de continuer, parce que sinon on ne peut pas savoir ce qui marche ou non pour soi. Donc c'est vrai que j'invite toujours dans mes consultations à vraiment faire au départ un gros bilan pour pouvoir après adapter et voir au fur et à mesure est-ce que ça fonctionne ou non. Un autre point crucial, c'est de s'écouter. Moi-même, lorsque j'avais mon cabinet, en fait, mon centre de relaxation, où j'avais dedans mon cabinet de thérapeute, j'étais tellement occupée entre la semaine à avoir mes élèves, enfin, c'est les gens qui me consultent, je les appelle toujours mes élèves, mais également mes élèves lorsque je faisais des formations ou des ateliers. Et les week-ends, je partais en formation, et donc c'est vrai que j'étais dans un rythme, qu'en plus j'étais une grande sportive, donc je passais mon temps dans des clubs de muscu, je faisais des sports de combat, je faisais beaucoup de choses, donc en fait mes semaines elles passaient à une vitesse et je prenais vraiment pas le temps d'écouter ce qui se passait en moi. Même si je ressentais, je me disais, tiens, là je pense avoir ça, tiens, et puis ça s'installe. Mais on n'y prête pas attention parce que, voilà, la vie, il faut qu'elle avance, il faut faire tourner le centre. J'ai plein de passions, j'ai plein de choses qui m'intéressent, donc voilà, j'étais à fond. Et puis, petit à petit, en fait, les problèmes s'installent, et puis on tombe malade, et puis là, on se rend compte, on se dit, waouh, j'aurais dû prendre le temps d'écouter en fait ce qui se passe en moi pour éviter la douleur, parce que c'est surtout ça le pire, la douleur. Surtout lorsqu'elle se reste pendant 2 années, 24 heures sur 24, et que personne, aucun médecin, aucun thérapeute que j'ai consulté n'a pu m'aider. Donc après, il y a la dépression, il y a plein de choses. Et donc toutes les personnes qui sont passées par là ou qui passent par là comprennent à quel point c'est important de dire « Ok, stop ». Maintenant, je me prends le temps, donc soit le soir avant d'aller se coucher, soit faire une petite méditation, de visualisation. Moi, je propose beaucoup. Il y a par exemple le scan corporel qu'on peut faire, que je propose dans la formation. D'ailleurs, le programme gratuit, j'en profite pour t'inviter si tu le souhaites. J'ai un programme sur 7 jours où je t'accompagne sur ce chemin justement de reprise de conscience de ce qui se passe en soi, mais également de pratique au niveau de l'alimentation, de la respiration, reprendre le mouvement. En fait, il y a plein de choses qui sont là et que tu peux utiliser dans ton quotidien facilement grâce à ce programme gratuit pour te reconnecter et comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en moi maintenant et de quoi j'aurais besoin. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te sens super bien, tu penses qu'il ne t'arrivera jamais rien, ou tu te dis oh, ce sera pour plus tard quand j'aurai du temps. Mais la santé, en fait, elle se prépare dès qu'on est jeune. Et il faut bien comprendre que, aussi autant qu'on a l'impression que ça va, c'est pas pour autant que notre organisme, lui, il va bien. Parce que lui, il est bien fait pour réguler au maximum. Donc, il va prendre un peu partout pour réguler ce qui manque dans le corps. Jusqu'au moment où il va faire « Ok, stop, j'en peux plus. » Et voilà, la maladie, elle est là. Et donc, commencer tôt à prendre soin de sa santé, c'est comme les carences en fait. Comme le corps il prend un peu tout partout, à un moment donné il y a des carences qui se font et il n'y a plus rien à prendre. Donc il va prendre dans les muscles, dans les os, puis à un moment donné là aussi il n'y a plus rien à prendre. Donc c'est déjà très important parce que du coup quand on a un enfant on n'a plus rien à lui donner. Mais aussi pour nous, donc parce qu'au bout d'un moment, ça crée forcément donc des maladies. Et le fait de prendre conscience qu'il faut prévenir va complètement changer la donne pour plus tard, parce que ce qui est perdu, certaines choses ne reviendront plus jamais. Et ça, c'est un point important qu'il faut prendre conscience, et déjà et le mieux, ce serait d'en prendre conscience lorsqu'on est jeune. Alors je sais que quand on est jeune, on pense pas à tout ça, et pourtant c'est tellement important.
Voilà, je conclus là-dessus pour cette vidéo. Pour t'inscrire à la formation gratuite, tu as le lien dans la description. Je vais également l'épingler dans les commentaires. Sinon, tu peux également aller sur mon site respire-ressens-transforme.fr. Je te souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve bientôt. Bye bye.